Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour mieux ou Bien. Christophe, Patrice, Emma, bonjour à tous les trois. Jean-Michel. Michel. Patrice au sommaire. Bonjour monsieur. Le sommaire, vous voulez ? Patrice au sommaire. Oui, bon, les principales ou quelques-unes des principales maladies estivales, on va les lister et puis surtout on va tenter de les éviter histoire de ne pas plomber les vacances. Emma, épisode 2, saison 1. Exactement, après l'histoire originelle du placebo, la première, ou en tout cas celle qui est retenue par l'histoire, la première étude scientifique donc qui, sans le savoir, met en application le placebo. C'est un peu l'ancêtre de notre médecine par la preuve, médecine moderne. Christophe, une nouvelle discipline. Oui, on avait le CrossFit, on avait l'Irox dont on a parlé ici déjà. On a maintenant une nouvelle discipline qui s'appelle ATHX Game. Ça vient du Royaume-Uni, c'est une compétition hybride qui a récemment débarqué à Paris. Je vous raconte ce que c'est dans quelques minutes. Avant de passer la parole à Patrice, on va ouvrir cette émission avec une affaire dont vous avez peut-être entendu parler, le cas de Maïeddine Ayadi, un dentiste, alors je mets dentiste entre guillemets, qui pendant des années a utilisé un faux diplôme pour travailler dans des centres dentaires réputés d'Île-de-France et du Luxembourg. Il est accusé d'escroquerie à la Sécu, usurpation d'identité, exercice illégal, et il est surtout accusé d'avoir mutilé la bouche de dizaines et de dizaines de ses patients, tellement apparemment il n'avait pas terminé ses études. Il n'avait pas terminé ses études, s'il avait fait ses études au Portugal, 2 ans d'études au bout desquels il avait arrêté au lieu des 5 ans pour devenir dentiste, et il a pu pourtant exercer en France et au Luxembourg, a priori sans problème, jusqu'à ce qu'on se rende compte des dégâts qu'il avait occasionnés chez ses patients. Nous avons avec nous le docteur Alain Durand, président du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ma question est simple, comment c'est possible ? C'est possible parce que maintenant, avec l'IA, on a de plus en plus de faux diplômes qui débarquent sur le territoire français. Il est très facile d'en fabriquer un, puisqu'on a même dénoncé des filières qui se trouvent actuellement en Roumanie, principalement, et que pour 5 000 ou 6 000 euros, on peut avoir un faux diplôme. C'est très simple à faire. C'est pour ça qu'on va essayer d'essayer de bloquer. On a déjà essayé de bloquer, mais on n'arrivait pas à identifier ce genre de diplôme. Et maintenant, on est en train d'essayer de trouver des solutions pour bloquer ce genre de dérive. Alors, l'intelligence artificielle, on comprend bien qu'elle soit capable de donner des faux diplômes qui sont très difficiles à distinguer des vrais, mais quand on est dentiste et qu'on s'inscrit au Conseil de l'Ordre des dentistes, on peut imaginer que vous avez un moyen obligatoire de contrôler ce diplôme, de vérifier la faculté dentaire dans laquelle il a eu ce diplôme. Enfin, avec l'informatique aujourd'hui, il n'est pas très compliqué d'aller vérifier que c'est un vrai dentiste. Alors, le problème, c'est qu'actuellement, nous sommes 27 pays au sein de l'Union européenne et que tout le monde n'a pas voulu contracter sur une base qui s'appelle la base IMI et qui permet de contrôler la véracité des diplômes reliés ou au ministère ou aux universités directement. Actuellement, on essaie de faire évoluer cette base, mais elle est très insuffisante, donc on va essayer de prendre d'autres précautions pendant les années à venir. Patrice. Il est à craindre qu'il y ait d'autres cas comme ça sur le territoire français. Je vous pose la question, et si oui, est-ce que vous avez entrepris une opération de vérification de tous les diplômes, de tous les gens qui se prétendent dentistes dans ce pays en ce moment ? Alors, à ce moment-là, on est en train de mettre en place ce qui a été décrié par certains politiques. Mais moi, je suis désolé, ce n'est pas une question de discrimination, quelle qu'elle soit, mais on va contrôler la compétence, parce que si on ne peut pas contrôler le diplôme, le plus simple est de contrôler la compétence de la personne. Donc, on va instaurer des commissions dans chaque région du territoire, de façon à pouvoir effectuer un contrôle des compétences qui nous permettra de dire si la personne est apte, capable de respecter les données acquises de la science française. Le problème est là, c'est qu'on a différentes formations sur les différents pays de l'Union européenne, et je ne parle pas des hors-UE, puisque maintenant, même certains politiques voudraient même ne plus contrôler même les diplômes hors Union européenne, ce qui est beaucoup plus grave encore, puisqu'il n'y a plus de formation clinique dans beaucoup de pays.
Il n'y a aucune formation clinique dans certaines universités. On les connaît, elles sont identifiées. Il n'est plus question actuellement d'accepter que ces praticiens puissent exercer sur le sol français. Même avec un diplôme, s'il n'a aucune valeur, on ne peut pas mettre en péril les patients. Alors, pardon, mais concrètement, comment vous allez faire pour contrôler la compétence de milliers de dentistes en France? Ils vont passer un examen pratique? Alors, c'est un petit peu différent. Cette commission, alors quand un praticien va s'installer en France, va demander son inscription, ça partir au département, de là, ça va partir à la région. Là, il y a une commission formée de 3 personnes, qui va être donc collégiale, avec un universitaire, un ordinal et un libéral. Cette commission va statuer en fonction de la formation clinique. On va pouvoir dire, il est apte ou inapte. Si à tout hasard, on trouve qu'il y a un niveau d'insuffisance, il passera à ce moment-là devant une université qui lui fera passer les examens nécessaires et qui lui fera passer surtout un contrôle qui va permettre de le former d'une façon supérieure, complémentaire par rapport à ce qu'il avait à la formation initiale. Parce qu'on a beaucoup de facultés où c'est très, 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 très insuffisant. Il n'est plus possible de laisser passer des praticiens comme ça. Donc, si à tout hasard, il y a un faux diplôme, la compétence, on verra bien qu'elle n'existe pas. À ce moment-là, on bloquera le praticien. Si on peut l'appeler praticien, il ne l'est pas réellement. Bien sûr. Emma. Mais alors, si la formation est plus pertinente en France, cliniquement, si c'est plus facile aussi à surveiller et à encadrer, est-ce qu'une solution à moyen ou à long terme, ce ne serait pas finalement de former davantage de dentistes en France et de ne pas forcément accueillir des praticiens qui auraient été formés à l'étranger? Alors, d'abord, il y a l'Union européenne et nous avons signé un accord bilatéral, on peut dire, avec le reste de l'Europe. Et la reconnaissance du diplôme est automatique. En revanche, les conseils de l'ordre se doivent de contrôler la compétence des praticiens qui exercent sur le sol français. Nous sommes les seuls garants de ce contrôle. Et comme l'avait dit Yannick Noder, il nous avait dit, de toute façon, vous êtes le dernier rempart qui existe pour empêcher des fâcheux d'exercer sur notre territoire. En un mot, pour terminer, docteur Durand, avec la multiplication des centres de soins dentaires qu'on voit fleurir comme les fast-foods pratiquement dans les grandes villes, est-ce que les Français peuvent encore avoir confiance quand ils rentrent dans un centre dentaire? Mais ils devraient d'abord contrôler la personne, savoir si au hasard elle est vraiment inscrite. Et ça nous, on a des contrôles, on a demandé à avoir des contrôles inopinés, que ce soit des centres ou des cabinets, parce que maintenant, il y a même des cabinets qui emploient des personnes qui n'ont pas de diplôme. Donc, on contrôle principalement les centres, parce que ce sont les plus marqués par ce genre de fonctionnement. On en contrôle, mais on n'a pas le droit de faire un contrôle inopiné. Ils ne peuvent le faire que les ARS et les CPAM, mais qui n'ont pas le personnel pour pouvoir effectuer ce genre de contrôle. Donc, on a demandé, je l'ai répété encore à Stéphanie Ries, la ministre, je l'ai répété à Yannick Noder à l'époque, pour leur dire, on veut ce contrôle inopiné de façon à pouvoir débarquer dans un cabinet sans prévenir les praticiens. Alors, on l'a fait il n'y a pas très longtemps dans un centre de Paris, et là, c'était 3 Ukrainiens qui se sont enfuis par la fenêtre. Donc, ça veut dire qu'il y a un exercice illégal de la médecine, ce qui est un scandale complet, et on met les patients dans les mains de gens qui n'ont pas la capacité à soigner, qui même mutilent volontairement pour en retirer un profit avec une financiarisation qui est basée sur les finances de la sécurité sociale et des organismes complémentaires. Donc c'est une fuite des capitaux, une financiarisation qui est scandaleuse. Merci beaucoup, docteur Alain Durand, président du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes, de nous avoir répondu. C'est vrai que c'est quand même très inquiétant, et on rappelle qu'effectivement, il y a eu aussi des escroqueries à la sécurité sociale. Donc, vous l'avez compris, si vous rendez chez un dentiste, alors si c'est votre dentiste habituel, il n'y a pas de problème. Quand vous rentrez dans un centre de soins dentaires qui sont très attractifs, parce qu'en général, les tarifs sont beaucoup plus modestes que les tarifs habituels, méfiez-vous, c'est un peu comme si vous avez décidé de faire du nomadisme médical et d'aller vous faire opérer à l'étranger. Méfiez-vous, demandez les diplômes, vérifiez auprès du Conseil de l'Ordre des dentistes. Il y a des numéros, comme pour les médecins, hein, vous appelez, vous dites voilà, j'ai tel dentiste, tel médecin qui exerce, est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'il est bien inscrit? Est-ce qu'on a vérifié son diplôme? Parce que si on s'occupe de vos dents et qu'on matraque toute votre bouche, vous allez payer beaucoup plus cher que si vous étiez allé chez un dentiste compétent. Voilà, merci encore au président du Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes. C'est l'heure du PATSCAN.
Alors, Patrice, donc vous allez nous parler des maladies estivales, parce que les maladies, elles ne prennent pas de vacances, et il y a des maladies qui reviennent régulièrement au bord de la plage. Oui, j'en ai sélectionné 5 parmi les plus fréquentes, et voyons voir effectivement comment on peut passer à travers les gouttes. On va commencer par l'angine. Alors, dans l'esprit du béotien que je suis, on a tendance à associer l'angine à l'hiver, mais comme vous le savez, les bactéries raffolent de la chaleur, donc si vous ne voulez pas terminer au lit, eh bien, il faut prendre soin de votre gorge. Et pour ça, il y a 2 règles simples à observer. La première, c'est d'éviter les va-et-vient entre les endroits climatisés et ceux où l'on suffoque de chaleur. Et la seconde, on n'y pense pas toujours, c'est peut-être d'éviter les boissons glacées, parce que dans un cas comme dans l'autre, il y a ce qu'on appelle un choc thermique, la gorge est fragilisée et les bactéries peuvent en profiter. Voilà, absolument. Alors, ce n'est pas forcément une angine vraie, mais en tout cas, ça peut vous faire mal à la gorge. Donc, on évite les boissons glacées, on ne se prive pas, évidemment, de boire, parce que si vous êtes déshydraté, là, c'est un peu plus bas, c'est l'infection urinaire. Voilà, c'est une autre des stars pathologiques estivales. Il faut donc boire de l'eau régulièrement, ça on ne cesse de le répéter, et vidanger rapidement. Le petit pipi régulier, Michel, rien de mieux pour éviter les complications, parce que vous le savez, comme tout le monde, et même mieux que tout le monde, les urines, quand elles stagnent trop longtemps dans la vessie, ça favorise la multiplication des germes. Alors, qu'est-ce qu'on boit? Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on mange maintenant? Alors, des fibres. On mange des fibres, Michel, c'est un conseil évidemment qu'on donne tout au long de l'année, mais encore plus particulièrement l'été. Pourquoi? Parce que l'été, c'est un peu la saison des pique-niques. Et vous savez comment ça se passe, les pique-niques? Chips. Voilà. Les chips, le saucisson, le jambon, le fromage, et vous cherchez des légumes là-dedans, vous n'en trouvez pas. Et les sodas. Jamais. Comment? Et les sodas en plus. Oui, donc, si vous ajoutez à ça le changement d'air, le changement de rythme de vie, l'alcool, parce qu'on a tendance à boire un coup de rosé plus souvent qu'à son tour. Oui. L'été, vous êtes bon pour une bonne constipation à l'arrivée, donc imposez-vous un minimum de fruits et de légumes. Et si vous buvez du rosé, faites du rosé piscine, mettez des glaçons à l'intérieur, comme ça vous en boirez moins. Donc je récapitule. Vous avez de la chance, vous avez échappé à l'angine, vous avez échappé à l'infection urinaire, vous avez échappé à la constipation. Ne vous réfléchissez pas trop vite, parce qu'il reste l'herpès. Labial. L'herpès labial et les verrues plantaires. Et les verrues plantaires. Alors, l'herpès labial, il surgit... pas l'été avec vous. Ben oui, non, mais ce sont des choses qui arrivent. Bah, c'est quand surtout... vous prenez les statistiques, vous apercevez que ce sont des pathologies qui reviennent plus souvent qu'à leur tour. C'est surtout que c'est complètement autobiographique. J'ai tout eu la même saison, donc voilà, je voulais vous en parler. Voilà. Donc l'herpès labial, il surgit quand vous passez votre temps au soleil et que vous êtes fatigué. Et forcément, en vacances, à force d'aller au Macumba tous les soirs, vous risquez d'être un petit peu fatigué. On te rappelle au Macumba que c'est gratuit pour les filles ce soir. Donc on en met sur les lèvres, on badigeonne aussi autour des lèvres, parce que l'herpès labial ne se... pas seulement que sur la lèvre, parfois, et il reste alors les verrues plantaires. Alors, les verrues plantaires, il faut éviter les endroits, c'est très facile à éviter. L'été, c'est les endroits chauds et humides. L'été, il y a très peu de chances pour que vous rencontriez des endroits chauds et humides, surtout autour de la piscine ou de la mer, où, en général, on marche avec des bottes. Voilà. Alors, si vous allez à la piscine, parce que vous allez aller à la piscine, si vous déambulez sur le plancher du resto de la plage, parce que ça aussi, ça risque de vous arriver. Si vous affectionnez vous balader au bord de l'eau, sur le sable humide, vous mettez des sandales ou des tongs, tout simplement. Voilà, faut y penser. Les tongs, on en reparlera des tongs. Je crois qu'il y a une chronique consacrée aux tongs. Oui, ça vient. J'ai préparé ça. Bien. Merci beaucoup. Ça s'appelle. Merci Patrice, vous donnez tout sauf envie de partir en vacances. On va retrouver le vrai du fake avec Emma. Emma qui va continuer avec sa série sur le placebo. Hier, on a parlé de pleureurs, d'exorcisme. Et là, on va parler de la première étude qui utilise le placebo. Et je vous emmène au XVIIIe siècle, donc l'époque des grandes découvertes, des longues traversées en bateau et du scorbut. Au passage, moi, je suis comme Patrice, je pète l'ambiance. Scorbut qui fait des ravages, des hémorragies, des pertes de dents jusqu'à la mort. On parle de la peste des marins à cette époque, mais on ne comprend pas très bien comment ça se passe. Et c'est un médecin anglais, James Lind, qui s'y intéresse en 1752 dans un bien nommé
traiter du scorbut, pour lequel il mène une étude. Donc il prend 12 marins, qui sont évidemment tous malades du scorbut à un stade à peu près comparable, et il les installe dans des conditions de vie identiques pendant 15 jours, mais il fait des groupes de 2 et il administre à 6 groupes un traitement différent. Le premier reçoit du cidre, le deuxième groupe un élixir au vitriol, du vinaigre pour le troisième, de l'eau de mer pour le quatrième, des citrons et des oranges pour le cinquième et des graines de moutarde et de réfort pour le dernier groupe. Et le bilan des opérations, c'est que le groupe orange et citron guérit en quelques jours. Les membres du groupe cidre aussi, mais ça met un peu plus de temps. En revanche, les autres n'ont pas survécu. C'est le genre de test qu'on ne pourra pas faire aujourd'hui. Hein. Non. On va voir si vous mourrez, vous. Donc, il a inventé, il ne le sait pas, à cette époque-là, l'essai comparatif en parallèle. C'est ça. Il vient de démontrer que les agrumes sont efficaces. Et alors, voilà, aujourd'hui, on le sait. On sait que le scorbut relève d'une carence en vitamine C dont ils sont pourvoyeurs, ces oranges et ces agrumes de manière générale. Et finalement, c'est encore comme ça qu'on procède aujourd'hui pour évaluer l'efficacité d'un traitement. Si c'est que généralement, on fait en double aveugle. C'est-à-dire qu'on prend 2 groupes de personnes. Le premier recevra le nouveau médicament, celui qu'on a envie de tester. L'autre recevra un placebo. Les deux se présentent exactement de la même manière, c'est-à-dire ça peut être une gélule, ça peut être une injection. Les patients ne savent pas ce qu'ils veulent. Exactement. Faut que personne. Alors, les patients, oui, mais le médecin non plus, celui qui administre non plus. Personne ne doit savoir à quel groupe appartient la personne qui prend tel ou tel traitement. Et l'idée de l'étude en double aveugle, c'est que de ce fait-là, personne ne soit influencé a priori par une opinion qu'on pourrait avoir de telle ou telle molécule, placebo ou non. Et revenez demain. Parce que ça, c'était sur la première étude. Et je vous expliquerai que le placebo, ça ne vaut pas du tout 0. Ça m'est difficile de ne pas revenir demain. Emma, merci beaucoup. On va retrouver Coach Kekri. Alors, on a tout vu, mais non. Vous allez nous parler de l'ATHX Games, une nouvelle discipline qui vient du Royaume-Uni. Exactement, ça ressemble à une sorte de grand stress test physique qui dure quand même 2h30, rendez-vous compte, et pendant lesquels les participants traversent 6 zones différentes qui mêlent échauffement, force maximale, endurance, récupération et à la fin un travail à haute intensité sur différents exercices qu'on appelle les workouts. Alors il n'y a pas de course en continu comme l'Irox. L'Irox, vous vous rappelez, on court 1 kilomètre, on fait une épreuve, on court 1 kilomètre. Là il n'y a pas de course dans cette nouvelle discipline, mais il y a des blocs distincts comme ça qui sont proposés aux participants et aux athlètes. Il y a la zone force où les athlètes enchaînent de la presse, des squats, ce qu'on appelle les deadlifts, c'est des soulevés de terre. Vous savez, vous prenez une barre, vous la soulevez de terre, vous la reposez. Voilà. Il y a une zone d'endurance qui alterne course et rameur. Et il y a une dernière zone qui s'appelle le Medcom, comme ils disent, avec ce fameux appareil. On prend dans ses mains, je ne vais pas y arriver, 2 liens qu'on tire vers le bas et on fait des mouvements comme ça qui favorisent évidemment le cardio et aussi évidemment la musculature et la musculation du haut du corps entre les épaules, les pecs et les bras. Il y a une zone d'endurance donc avec le rameur. Il y a cette fameuse zone-là dans laquelle on fait aussi des sauts sur des blocs, dans laquelle on fait aussi des burpees. Vous savez, ces exercices qui consistent à passer de la position debout à la position allongée et à se remettre debout aussitôt. Voilà. Donc on est comme ça dans un mélange de blocs qui favorise plein de choses. Alors justement, le mélange fait que c'est la condition physique globale qui est exactement, qui est testée, voilà. et non pas des spécificités. C'est ça, et c'est pour ça que cette nouvelle discipline a été proposée et inventée. Et en plus, elle a un rôle social. Enfin, elle veut développer un rôle social. Avant, on allait à la salle surtout pour une routine individuelle. Hein. On voulait perdre du poids, on voulait essayer de prendre du muscle, on voulait se remettre en forme. Avec cette nouvelle discipline, l'entraînement est devenu une expérience sociale quasi identitaire. On est tous logés à la même enseigne sur les différentes zones que propose l'activité. Le corps n'est plus simplement entretenu, il est testé, il est challengé par rapport entre les différents intervenants, les différents pratiquants. Les entraînements prennent la forme d'une mission. On se dit, tiens, moi je vais essayer de tenter de faire telle performance à côté de quelqu'un d'autre qui va essayer de faire telle autre performance. Et évidemment que les réseaux sociaux font tout le reste. Tout ça donne lieu à beaucoup d'images sur les réseaux. Cette nouvelle discipline a plusieurs avantages. Son accessibilité, contrairement au CrossFit, même à l'Irox, elle ne propose pas des mouvements très techniques et trop complexes à réaliser, donc tout le monde peut un peu s'y mettre, même si physiquement c'est très très dur, et elle est très équilibrée. Là où l'Irox favorise souvent les profils qui sont issus du running et de l'endurance, cette nouvelle discipline, l'ATHX, donc elle demande d'être moyen
partout pour pouvoir être efficace sur à peu près toutes les zones du corps. Moyen partout, ça pourrait nous convenir avec Patrice, mais en fait, je crois que c'est pas pour nous. Alors on imagine l'ambiance dans la salle. Oui, D'abord, bah, est-ce que ça aussi, le déodorant, il est... Alors non, il n'y a pas de... recommandé Alors Michel, si vous voulez que ça sente bon, il faut aller chez Dans une Sephora, parfumerie. chez Marionneau, j'en cite plusieurs comme ça, on n'est pas embêté. Là, ça sent pas bon. Non. 2h30, ça transpire, on est entre gens qui transpirent. C'est donc, indoor. C'est indoor, on peut pas être dehors évidemment. Et il ferme les fenêtres et les portes. Voilà, la musique est à fond évidemment, il y a des jeux de lumière, il y a un speaker ça aussi. qui encourage tout le monde dans la réalisation des différents exercices, et évidemment il y a les supporters, c'est quand même une grosse ambiance festive. Je vois Patrice... Moi j'irai pas. Non, Voilà, Uniquement pour la musique, il y va pas. sinon il irait. C'est fou parce qu'il irait. Non, mais c'est super, vous faites du sport et vous sortez avec des acouphènes quand même. C'est génial. C'est ça quand ces vieux messieurs... Et vous aimez, vous, Christophe? Non, alors j'ai pas pratiqué, j'ai vu ce que c'était. Non, mais vous iriez? Oui, j'irai voir pour voir ce que ça donne. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais c'est vrai que parfois dans les salles de gym, quand c'est bien fermé, que ça ça pique les yeux un peu. Oui, c'est vrai. On est d'accord. Pour avoir cette expérience-là, faites-le si vous avez l'occasion un jour. Vous allez dans un vestiaire de hockey. Voilà. Parce que les hockeyeurs, ils ont des plastrons, ils ont des protections qu'ils enlèvent après leur match où ils sont en transpiration. Ils les laissent dans le vestiaire parce que ce sont des choses qui ne se lavent pas, ou très, très peu souvent. Et quand vous rentrez dans le vestiaire de hockey, vous vous rendez compte que l'homme, quelquefois, ne sent pas très bon. Ouais. Voilà. Puis en plus, ils ont des chaussures. Et en plus, ils ont des chaussettes. Et les chaussettes. Voilà. c'est Donc, les- vous imaginez Enfin un bon. peu de ça. Voilà, ça c'est pour vous faire aimer le sport. Merci, on va jouer à la bonne version. Patrice. Allez, je joue, va, parce que bon. Ça fait 4 fois qu'il trouve. 5 fois. sur Oui, coup. mais moi, Alors, où Patrice, j'essaye encore, mais. Mon challenge, c'est d'aller jusqu'à la fin de la saison. Voilà, il reste encore quelques émissions. N'oubliez pas les paroles. Ah oui, On c'est le fait ça. jouer ou on fait jouer quelqu'un d'autre? Non, mais faites-le Non, jouer oui, parce c'est qu'il ça. faut le faire Tant chuter qu'il quand gagne, même. il joue. On revient qu'il y a un Ouais. truc entre vous, là. Bon, Tu parles. Christophe, J'écoute. attention. Est-ce que vous connaissez des chirurgiens mégalos? Ouais, c'est un pléonasme. Oui, bon. En tout cas, j'ai un spécimen. L'histoire se passe en Angleterre, à l'hôpital Queen Elizabeth, à Birmingham. En 2013, le docteur Simon Bramhall opère 2 patients sous anesthésie pour une transplantation du foie. Quelque temps plus tard, les patients repassent sur le billard pour une opération de suivi. Et là, les médecins découvrent quelque chose qui va les conduire à demander des explications à ce fameux docteur Bramhall, lequel finira devant les tribunaux pour abus de pouvoir. Que lui reproche-t-on? Oula. Je crois que je Emma, vous prenez... Michel, vous commencez? Allez. Il me semble que je... Vous connaissez cette histoire? Oui, il me semble que j'ai Ah ah. entendu. Le docteur Bramhall a tout simplement laissé une photo d'identité de lui dans les entrailles de ses patients. Comme souvent, quand il repère un corps étranger en son sein, l'organisme a naturellement fabriqué des tissus pour isoler la photo, de manière à ce qu'elle n'abîme pas les organes, mais la photo était bel et bien présente. Petite photo d'identité. D'accord. Le Emma. docteur Bramhall a signé son opération en laissant ses initiales sur le foie des malades transplantés. Alors pour ça, il a utilisé un laser à gaz argon. C'est un instrument qu'on utilise souvent en chirurgie pour éviter les hémorragies. Mais lui, il s'en est utilisé donc pour graver ses initiales. Une dédicace de 4 cm quand même sur les organes de ses patients. Donc SB Simon Bramhall. Bah dis donc. Version 3. Vas-y. N'oubliez jamais qu'il y en a une vraie là-dedans. Oui, je sais. Le docteur Bramhall a une passion, la peinture abstraite. Il pratique en amateur et avant de recoudre ses patients, il a badigeonné leur foie avec un pinceau mégalo, mais pas complètement dingue non plus. Il a utilisé une peinture végétale non toxique pour l'organisme et au tribunal, il dira avoir voulu tenter, je cite, une expérience artistique vivante et secrète. Alors, merci Patrice. C'est très intéressant, cette histoire. J'enlève la dernière version, la vôtre en l'occurrence. Pourquoi vous m'enlevez toujours? C'est pas toujours, ça tombe sur vous. Donc celle-là, j'y crois pas. J'hésite entre... Pourquoi vous n'y croyez pas? Parce que je ne peux pas vous croire. La photo qui tombe... Non, pas Non. qu'il tombe, il la place. Oui, pardon, place. qui tombe, enfin, qu'il met dans le corps de ses patients. Je dirais qu'il y a un trop gros risque. Voilà. La maladie de Pica, il y a des tissus qui se forment Ouais, dans ouais, des corps ouais, ouais. étrangers. hein. Je prendrai la deuxième version, la version du tatouage de ses initiales sur l'organe de ses patients pour signer son œuvre chirurgicale.
C'est votre réponse? Non, je réfléchis. J'ai du mal, là, j'ai du mal. Oui, je garde celle-là. Laquelle? Il a écrit ses initiales SB sur les Signé tissus SB. de ces patients qu'il venait d'opérer. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Où est la compta? Je vais demander mon solde de... Je crois qu'il va revenir en 28e Je vais semaine. partir, je démissionne. Je Non, mais démissionne, Michel. J'en peux plus. J'ai hésité avec le C'est la bonne réponse. Ouais, mais avec la troisième, mais ça me paraissait plus. Alors, En fait, ça me paraît plus facile à réaliser, en fait. Voilà. Il a bien laissé une dédicace au laser, excusez-moi, facile à réaliser, une dédicace au laser sur le foie de ses patients. Il a fait ça de manière délibérée et consciente, et le docteur Bramhall a plaidé coupable. On lui reprochait surtout d'avoir fait ça sans le consentement préalable du patient. Parce qu'à la limite, si vous demandez au patient est-ce que je peux laisser mes initiales, apparemment, ça peut fonctionner, mais là, non, il a évité la prison, mais pas l'amende. 10 000 livres et une peine d'1 an de travaux d'intérêt général. Mais le mec, il est frappadingue. Oui, mais il y a des types plus fous qui ont fait des choses plus folles. Mais le problème, c'est que quand vous faites une cicatrice, que ce soit au laser ou autre chose sur le foie c'est une éponge pleine de sang. Ouais. Et à partir du moment où vous faites une lésion, même si c'est provoqué, même si c'est une brûlure et que ça cicatrise, ça reste une cicatrice, ça reste une lésion. Et que ça met en danger quand même un peu le foie du malade. Ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que les patients n'aient pas reçu de dommages d'intérêt quand même. Je n'ai pas le détail. Ouais. Lui, il a une amende. Amende 10 000 livres, bien sûr. Une peine d'1 an de travaux d'intérêt général. Il y a peut-être autre chose. La cicatrice reste dangereuse. Voilà. C'est une lésion. Une cicatrice, c'est une lésion sur un organe. Et en plus, le foie, c'est quand même fragile. Ouais. Donc, c'était un peu limite. Enfin, très limite même. C'est super limite. Oui, c'est super limite. Merci beaucoup à tous les trois. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos questions et vos suggestions. contact@mieuxmedia.fr. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur les réseaux sociaux de Mieux. À très bientôt pour un nouveau Mieux. Bien. À bientôt.